Je pense il y a deux apprentissages assez profonds, deux insights profonds que j'ai. Le premier, c'est, je l'avais entendu avant de rejoindre, mais ça a mis quelques mois à vraiment cliquer. C'est à quel point les modèles sont bons en termes de raisonnement. Je parlais avec un centre de recherche médicale là, il y a quelques jours, euh, qui me disait que sur certaines, euh, on a énormément de données sur les pathologies médicales par âge, tu vois, de la population, qui commencent à utiliser les LLM et qu'en fait, ils commencent à trouver des corrélations que personne n'avait jamais vues. Euh, parce que LLM ont cette capacité d'ingérer, de digérer de l'information phénoménale et de raisonner dessus de manière ultra rapide. Le deuxième point, c'est la vitesse astronomique à laquelle les changements se produisent. Le conseil principal que je donne aux entrepreneurs, c'est lié au constat que la rapidité du changement, la rapidité de l'innovation est considérable. Et c'est concrètement, si vous voyez, si tu vois des limitations aujourd'hui du modèle, où tu sens que c'est des petites limitations, tu peux de manière assez raisonnable estimer que dans 6-12 mois, elles sont plus là. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Olivier Godement, Head of Product chez OpenAI San Francisco. Olivier est parti dans la Silicon Valley il y a 10 ans pour rejoindre l'équipe produit de Stripe. En parallèle de son boulot ces dernières années, il saisit très vite le potentiel des LLM et finit par rejoindre la boîte dont tout le monde parle depuis le lancement de ChatGPT pour gérer l'API de OpenAI. Cette interview est passionnante, déjà parce que c'est rare d'entendre des Français s'exprimer sur leur expérience dans l'entreprise de Sam Altman. Olivier nous raconte les spécificités d'une culture unique qui donne beaucoup de place à l'expérimentation et à la collaboration entre les chercheurs, les product managers et les développeurs. Il nous explique aussi comment se déroule aujourd'hui le déploiement des nouveaux modèles OpenAI. Olivier nous partage aussi sa vision pour le futur de l'industrie de la Gen AI et ses conseils pour les entrepreneurs qui veulent se saisir de cette innovation. Enfin, ses tips sur l'usage de ChatGPT au quotidien comme un véritable sparring partner vous plairont, j'en suis sûr. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozzabytes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Olivier Godement. Olivier Godement qui est product chez OpenAI. Merci beaucoup Olivier d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dirige l'équipe produit qui est en charge de l'API de la plateforme d'OpenAI. Donc concrètement, l'équipe qui développe les modèles, les API que tous les développeurs business dans le monde utilisent pour construire des produits AI cool. Superbe. T'es arrivé chez OpenAI l'année dernière. Avant, tu étais chez Stripe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel et ton arrivée dans cette nouvelle boîte, comment ça s'est passé et peut-être aussi tes premiers jours là-bas? Ouais, bien sûr. C'est pas loin de faire un an que je suis chez OpenAI. Avant OpenAI, j'étais chez Stripe. J'étais chez Stripe pendant près de 9 ans. Donc j'ai passé pas mal d'années. J'ai eu plusieurs boulots, mais grosso modo, j'ai commencé chez Stripe dans une équipe qui était en charge de l'expansion internationale de Stripe. Concrètement, une petite Tiger Team qui était en Europe et qui avait pour but d'ouvrir les pays, de faire des partenariats avec des banques, de lancer la machine. Donc ça, c'était cool. Et assez rapidement, je suis passé côté produit chez Stripe, où j'ai eu pas mal de rôles. Mais mon dernier rôle, c'était de diriger les équipes product management du produit cœur de Stripe, du produit cœur de paiement. Donc la paye de paiement, l'infrastructure de paiement. Et donc je suis toujours basé à SF, mais j'avais ce boulot chez Stripe pendant quelques années. Et avant Stripe, il y a longtemps maintenant, donc il y a 10 ans presque, j'étais entrepreneur à Paris, où j'avais créé avec un ami une des premières plateformes de crowdfunding en equity.
C'était 2012, il y avait plein d'espoir. Et donc, on a fait ça pendant 2 ans avant que je parte chez Stripe. Ok, et alors comment t'es passé de chez Stripe à OpenAI? Il s'est passé plusieurs trucs. Le premier truc, ça faisait presque un an que je passais mes week-ends et mes soirées à lire des papers, à bidouiller avec des LLM, à créer des apps, des protos et tout. Et il s'est passé deux choses. Ça me donnait énormément d'énergie. Et donc j'étais, OK, en fait, ça serait cool que je puisse faire ça full time. En fait, c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler. Et deuxièmement, il y a eu une réalisation progressive que c'était une technologie qui, en fait, était déjà suffisamment mature pour avoir énormément d'implications en termes de produits. C'est-à-dire que je suis arrivé, en fait, avec l'angle, peut-être qu'en fait, c'est assez early, mais ça va être rigolo. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte, genre, même si on arrêtait la recherche complètement aujourd'hui, on mettrait des années à digérer et à créer des produits avec ces LLM qui seraient fondamentalement utiles et qui nous permettraient de faire des gains de productivité et de connaissances. Donc ça, c'était un peu ma réalisation perso. La deuxième chose, c'est que je connaissais pas mal de gens chez OpenAI, de mes anciens boulots. Euh, et donc, et ça faisait partie des gens les plus talentueux, les plus ambitieux, les plus gentils, les plus humbles que j'avais. Et donc, la combinaison de, OK, le domaine est dingue, il y a plein d'opportunités, et genre, les gens sont excellents, je me suis dit, OK, faut y aller. Et donc ils m'ont contacté, et assez rapidement, donc, je suis rentré dans l'équipe product pour diriger la pays. Ok. Et alors, du coup, tu sais, en France, il y a pas beaucoup de Français, d'ailleurs, je pense, qui bossent chez OpenAI. Enfin, tu me diras, peut-être que tu me corrigeras, mais c'est vrai que c'est une entreprise un peu nébuleuse, tu vois, contrairement à des Meta ou des Google, où maintenant, en fait, il y en a énormément autour de nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture Ouais, de cette boîte? Tu parles de l'ambition, aussi de la bienveillance. Ça ressemblait à quoi ces premières semaines là-bas? ouais, bien sûr. C'est une boîte qui a une culture très prononcée et assez unique. Assez unique en fait à cause de deux choses qui sont spéciales par rapport à Google, Meta, même Stripe. Le premier point, c'est probablement la boîte que je connais qui est le plus mission driven, qui vraiment c'est cette mission de construire une intelligence artificielle générale de manière safe. C'est quelque chose qui est pas seulement répété sur des posters sur les murs, mais qui vraiment est utilisé au quotidien pour faire plein de décisions en termes de priorisation, de choix technologiques. Donc ça, c'est le premier aspect un peu particulier d'OpenAI. Le deuxième aspect particulier d'OpenAI, c'est que c'était un labo de recherche pendant plusieurs années. Et donc en fait, des chercheurs, organiser une équipe de chercheurs, c'est pas la même chose qu'organiser une équipe d'ingénieurs et de product managers. Quand tu recherches, tu sais pas si tu vas trouver en 3 mois. Tu vois, c'est un processus un petit peu moins répété, que tu peux cadrer, quoi. Et donc grâce à ça, il y a une liberté, on va dire, une autonomie encore plus forte que dans les boîtes tech classiques. Et donc, si je devais résumer un peu la culture d'OpenAI, c'est clairement cette mission de focus sur l'intelligence artificielle générale, et concrètement tout ce qui n'est pas lié à ça est dépriorisé. Donc c'est vraiment un focus très très fort sur ça. Deuxièmement, c'est une scrappiness et une intensité qui vient pour moi de ces origines d'un labo de recherche où énormément de confiance dans l'individu. On passe beaucoup de temps à screener, à trouver les bonnes personnes. Une fois qu'elles sont ici, on leur fait confiance. Concrètement, le spin-up OpenAI, on te donne un laptop, on t'explique un peu les règles de sécurité du laptop, et au bout de 2 heures, on dit bon bah maintenant go figure it out. Alors, on va voir, à toi de décider sur quoi tu dois bosser, va parler aux gens, et tu vois, donc beaucoup d'autonomie. Et le troisième point, qui peut-être est moins unique, mais qui est quand même très fort chez OpenAI, c'est l'importance de la scale, des échelles, et en particulier des changements d'échelle sur tout ce qui est sur les tailles de modèles, les computes, les capacités de calcul qu'on a. C'est l'une des intuitions, l'un des insights les plus forts du domaine depuis les dernières années, c'est que quand tu montes en échelle sur les tailles de modèles, sur les computes, il y a des choses magiques qui arrivent. Il y a des propriétés émergentes du modèle qui arrivent. Et donc, en fait, cette intuition, en fait, elle a trickle down, en fait, à l'intégralité de la boîte. Et donc, ça reste une part très importante de la culture. Mais à part ça, c'est une boîte assez standard. C'est vrai qu'on communique pas énormément sur ça en externe, mais un peu similaire à Google, Meta. C'est des gens ambitieux, humbles, nerdy, techy. Enfin, c'est un peu le même profil. Ok, très clair.
Et alors du coup, comment ça marche le product chez OpenAI? Tu peux nous dire un petit peu comment les équipes sont structurées, c'est quoi les différents pôles, et notamment évidemment le tien, comment ça marche? Ouais, bien sûr. OpenAI concrètement a deux produits principaux. L'API, donc la plateforme sur laquelle je bosse, qui est donc qui cible les développeurs, les business, et ChatGPT qui cible les consumers. Euh, L'API, la plateforme, concrètement, c'est assez génial parce que les clients d'OpenAI, ça va de deux personnes, deux founders YC dans un garage qui bossent sur une idée complètement folle, qui a une chance sur 100 de réaliser, mais si elle marche, c'est magique, jusqu'à des boîtes plus enterprise, beaucoup plus grosses, qui ont une force de frappe plus grande, qui ont des produits matures et tout. Et donc maintenant, on a près de 3 millions de développeurs qui utilisent la plateforme d'OpenAI, ce qui est assez énorme. J'ai toujours du mal à réaliser ce chiffre. Je cherchais il y a pas longtemps là concrètement il y a combien de développeurs dans le monde. C'est en fait il y a pas de chiffre très exact, mais le chiffre le plus fiable que je trouve en moyenne, c'est 30 millions de développeurs professionnels. Et donc se dire qu'il y a déjà 10% de ces développeurs qui ont un compte sur OpenAI qui utilisent pour prototyper, ça donne en fait ça permet d'impacter vachement la direction de la technologie de manière générale, quoi. Si tu pars du constat que en fait c'est les développeurs que aujourd'hui le le form factor des produits AI en fait il n'est pas encore très bien défini. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler en fait dans 2-3 ans des produits réellement natifs AI. Moi ma conviction profonde c'est que c'est les entrepreneurs et les développeurs qui vont l'inventer ça, qui vont essayer plein de choses et qu'à un moment on va trouver quelque chose qui paraîtra évident a posteriori, mais et donc j'ai bon espoir que ce breakthrough il sera sur notre plateforme. Euh, donc ça c'est pour la plateforme. Concrètement le produit, on a deux équipes produits concrètement. Une équipe produit pour ChatGPT qui est plus donc des produits des profils consumer et une équipe produit sur la plateforme qui est plus des profils développeurs B2B et un petit peu plus proche de la science, de la recherche, un petit peu plus proche des modèles. Euh, et donc concrètement, on n'a pas beaucoup de product people chez OpenAI en ce moment. On doit en avoir peut-être 15. Tu vois, OpenAI, 14-15 chez OpenAI. Sur la plateforme, aujourd'hui, on est 5. C'est généralement des profils de product manager très expérimentés qui avant avaient des gros scopes chez Google, chez Meta, chez Stripe, mais qui sont fondamentalement passionnés par l'AI et qui concrètement pourraient pas poser sur autre chose, quoi. Et donc qui sont prêts à venir, à se retrousser les manches et à faire tout ce qu'il faut. Tu vois, parfois, c'est genre bosser avec les chercheurs sur des training sets très spécifiques pour essayer de débugger un comportement du modèle qui est bizarre. Parfois, c'est passer du temps avec des startups, des entrepreneurs pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire et qu'est-ce qui les empêche de passer d'une démo à un produit en prod. Euh, donc, généralement, c'est ce genre de profil qui marche bien chez OpenAI. Donc là, aujourd'hui, chez OpenAI, est-ce que tu peux me dire combien vous êtes et comment ça se répartit entre les chercheurs, les développeurs et peut-être les business people aussi, j'imagine. Et comment est-ce que vous réussissez à bien collaborer? Tu vois, ça c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette proximité qui est nécessaire entre les ingénieurs et les chercheurs. On en parlait d'ailleurs dans le précédent interview avec Vincent Dalatambi qui bosse chez Google sur ces enjeux. J'imagine que pour innover et faire ce niveau de breakthrough, il y a un niveau de proximité dans l'idéation et dans la recherche qui doit être assez important entre ces deux pôles. C'est absolument essentiel. Je pense que si on avait un Chinese wall entre les équipes de produits et de recherche, concrètement, on n'arriverait pas à innover. Euh, En fait, la tendance un peu générale, c'est il y a encore quelques années. Alors, ce qui est magique avec les LLM, c'est que c'est des modèles, une technologie qui est extrêmement générale en termes d'application. Ça peut être utilisé pour de la recherche médicale, ça peut être utilisé pour du code, ça peut être utilisé pour de l'analyse financière, pour de l'écriture de la fiction. Donc, tu as vraiment énormément de use cases. Euh, Historiquement, il y a encore 3-4 ans, il y avait peu de LLM qui étaient utilisés sur des applications de masse hein, en termes d'usage. Et donc, en fait, les chercheurs étaient capables, surtout avec des évaluations basées sur des tests académiques, de grosso modo savoir à quel point le modèle était performant ou pas, à quel point, en fait, il était utile pour des applications dans la vie réelle. Donc, concrètement, si tu vois, avant ChatGPT, il y a 2 ans, le use case principal des LLM d'OpenAI, c'était de l'écriture pour du contenu marketing. Tu vois, tu dois faire un blog post, tu dois faire un email, tu vois, et en gros, ça aide les équipes marketing à le faire.
Ce qui se passe depuis 2 ans, c'est qu'il y a eu une explosion des use cases. Concrètement, là, je pourrais te montrer mon agenda. Genre, toute la journée, je parle avec 5 industries complètement différentes. Et chacune de ces industries, en fait, fait rentrer les LLM dans des workflows assez cœur, en fait, de leur business. Et donc, ils ont des exigences en termes de performance, en termes de capabilities, qui sont extrêmement poussées. Et, euh, et donc, en fait, les équipes recherche se sont rendues compte que maintenant, en fait, il y a tellement de use cases, des use cases très profonds, que concrètement, tu as besoin d'équipes produits pour aller profondément et comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir un LLM qui marche bien. Tu vois. Euh, et donc, tout ce détour pour expliquer, en gros, si ce lien marche pas entre recherche et produit, je suis persuadé que OpenAI est un des murs. Et donc, c'est personnellement une des choses qui m'a séduit chez OpenAI, c'est que une des personnes qui m'a recruté me disait qu'en gros le produit était un win factor d'OpenAI. Tu vois, c'est le produit était pas juste une manière de déployer, de faire un peu d'argent, c'était vraiment vu comme un composant clé pour ensuite arriver à cette intelligence artificielle générale. Euh, la manière dont ça fonctionne concrètement, c'est c'est deux choses. C'est un les dans la culture, c'est assez rigolo parce que OpenAI, il y a déjà plusieurs centaines d'employés. Euh, je pourrais te donner plusieurs personnes avec qui je bosse quotidiennement où je suis même pas sûr et certain dans quelle équipe, quel est leur rôle, quel est leur titre, honnêtement. Tu vois, alors c'est peut-être c'est des chercheurs, peut-être c'est des engineers dans notre équipe, tu vois. Mais en fait, peu importe, tu vois, c'est des gens, en gros, qui sont avec nous dans notre pod, en train de réfléchir, en train de regarder les use cases, en train de regarder la data, en train de bidouiller, tester un peu les LLM, changer quelques hyperparamètres. Et donc, il y a vraiment un sens très fort de, les titres sont vraiment pas très importants. Ce qui compte, c'est avoir les bonnes personnes, un cluster de 5 bonnes personnes qui en gros ont envie de s'attaquer à un problème et qui vont bosser jour et nuit pendant un mois pour essayer de le craquer, quoi. Donc il y a cette culture qui est très forte. Euh, deuxième chose qui est très forte, c'est que les chercheurs sont extrêmement preneurs de feedback de la vie réelle de leur modèle. Et donc c'est rarissime qu'il y ait un modèle qui soit entraîné pendant des mois et qui ensuite soit droppé du haut du ciel et hop, voilà, c'est le modèle, tu vois, qu'on doit sortir. C'est généralement un processus beaucoup plus itératif où tu prends en gros, l'entraînement d'un modèle, ça peut prendre plusieurs mois si c'est très haut modèle. Et donc, tu prends des checkpoints réguliers, tu vois, du modèle, quand le modèle est traîné à 60%, 60%, 80%, et on l'essaye ensemble, tu vois. On l'essaye ensemble sur des use cases, on regarde à la fois sur des évaluations quantitatives ou plus sur de l'appréciation qualitative sur est-ce que ce modèle a l'air de faire un breakthrough en termes de génération de code, en termes de raisonnement. Euh, et c'est généralement à partir, tu vois, de cette vision à la fois recherche et produit qu'on décide, OK, ce modèle est manifestement plus capable que le précédent, il est meilleur en termes de raisonnement et il est safe, il est sûr d'un point de vue sécurité et donc on peut le lancer dans le monde. Donc c'est un peu voilà, comme ça que le procédé marche. Ok. Et du coup, en interne, forcément, vous avez de l'avance par rapport à ce qui est shippé de manière publique. C'est quel niveau d'avance tu vois, bon, Sora, par exemple, qui a fait les grands titres récemment avec sa release, ça fait combien de temps que vous testez ce modèle-là, que vous le regardez? Combien de temps que vous avez pris conscience que en fait, ça allait délivrer des résultats assez hallucinants? Euh, c'est le critère principal, généralement, c'est un critère de sécurité. C'est à partir du moment où on a un modèle, c'est à quel point on est confiant que déployer ce modèle dans le monde réel va avoir un effet bénéfique concrètement sur le monde. Et donc, tu as certains modèles pour lesquels c'est assez facile, au sens où il n'y a pas vraiment de risque, et donc tu vois, on le fait. Et tu as des modèles pour lesquels c'est beaucoup plus risqué. Euh, et donc, je pourrais pas trop te donner des exemples sur ça, mais on a plusieurs modèles, plusieurs technologies qu'on a chez nous depuis plusieurs mois, mais qu'on attend, sur lequel on est en train de faire plus de red teaming, sur lequel on est en train de construire des mitigations en termes de produits pour s'assurer que c'est des bons use cases qui sont utilisés, pour s'assurer que le jour où on l'utilise, concrètement, il va être utilisé à bon escient. Euh, donc ça dépend. C'est vraiment ça le critère principal. Après, généralement, la philosophie d'OpenAI, c'est lorsque on est certain qu'il est sûr d'un point de vue safety, on veut le déployer le plus rapidement possible. Et ça revient en fait au point précédent que la philosophie de déploiement itératif d'OpenAI est clé en fait pour l'amélioration continue des modèles. C'est-à-dire que si tu
si tu laisses juste 3 chercheurs dans une salle pendant un an tester le modèle, en fait, à un moment, ils vont avoir un peu un echo chamber, tu vois, ils vont en fait avoir moins d'idées, moins d'insights sur comment le faire avancer. Et je peux te dire qu'à chaque fois qu'on déploie un modèle, on est surpris de manière positive par des use cases qu'on n'avait même pas pu voir, et qui en fait qui sont découverts par des développeurs, par des builders, et qui sont assez magiques. Ok. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, pour vous, est un modèle safe? Quels sont les critères et comment est-ce que vous vous assurez que ce soit le cas? Ouais, bien sûr. Euh, Concrètement, les critères d'un modèle safe, on a une batterie d'évaluations qui vont d'évaluations quantitatives, des evals, qui vont donc évaluer le modèle sur est-ce qu'il est capable de générer du contenu violent, est-ce qu'il est capable de générer du contenu sexuel illégal, est-ce qu'il est capable de régurgiter du contenu qui aurait pas dû être régurgité par le modèle. Donc il y a pas mal de dimensions comme ça sur lesquelles on a des batteries de tests concrètement, des centaines de tests où on run ce modèle et on a une barre et on se dit écoute s'il est en dessous de 90x%, donc ça passe pas et on continue donc à le fine-tuner, à le post-trainer jusqu'à qu'il arrive là. Donc ça c'est la première grosse technique. La deuxième technique c'est ce qui s'appelle le red teaming. C'est on a des experts à la fois en interne et en externe à qui on donne accès au modèle en exclusivité pour qu'ils puissent concrètement le bug basher le plus possible. Ça veut dire le challenge avec des evals automatiques, c'est que t'as toujours des angles morts. T'as toujours des endroits où tu vois t'y as pas pensé, donc où il y a une manière en fait différente d'écrire le prompt pour éliciter quelque chose d'illégal dans le modèle. Mais généralement les experts humains qui ont l'habitude de faire ça depuis plusieurs années ont une excellente intuition en fait de lorsqu'ils voient une réponse de comment est-ce que je peux essayer de la contourner jusqu'à qu'à un moment ça rentre quoi tu vois. Et donc on travaille notamment avec des centres de recherche, par exemple il y a un centre de recherche à Berkeley en Californie qui s'appelle ARC, qui est connu pour ça, à qui on donne à chaque fois accès au modèle un mois, des semaines, parfois même plusieurs mois en avance, et eux nous font un rapport. Concrètement, ils disent oui, on pense que ce modèle est capable, tu vois, genre d'être safe. Et donc sur la base de ces deux inputs, généralement on a une bonne idée du niveau de sécurité du modèle. Ok, ouais, donc des partenaires de confiance humains finalement qui arrivent à enrichir ces tests. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la manière dont vous fine-tunez vos modèles? C'est quelque chose qui est public. C'est pour des gens qui découvrent aussi ce fonctionnement-là, ce nouveau type de produit. Comment ça marche? Ouais, complètement. Grosso modo, le processus d'entraînement d'un LLM, d'un grand modèle, il y a grosso modo 2 phases. Il y a une phase de pre-training. Pre-training, c'est la phase où en fait tu vas concrètement euh, runner des terabits et des terabits de data, donc à travers le réseau de neurones, pour apprendre au modèle son intelligence concrètement. Genre vraiment, c'est là que l'intelligence du niveau de raisonnement du modèle se crée, tu vois. Et donc ça, c'est souvent ce dont on parle le plus dans la presse, dans les médias, parce que c'est ce processus de pre-training qui demande des capacités de calcul gigantesques et une quantité de données gigantesques. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est plus tu as de calcul et plus tu as de la donnée de haute qualité, plus le modèle est intelligent. Donc ça, c'est pre-training. La deuxième étape, c'est ce qui s'appelle fine-tuning ou post-training. Concrètement, c'est si je te donnais toi accès au modèle à partir du moment où il a été pré-trainé, tu le trouverais pas très utile. Parce qu'en fait, même s'il est extrêmement intelligent, en fait, il n'a pas encore appris à répondre à des tâches très précises. Si tu disais genre, écris-moi un poème de 14 lignes en alternant français et en anglais, en fait, le modèle n'a pas encore appris à suivre tes instructions. Il est extrêmement intelligent, mais il n'a pas encore appris à suivre tes instructions. Et en plus, il est capable de régurgiter des choses qui sont pas safe. Et donc ensuite, il y a une phase de post-training qui est aussi assez compliquée, très compliquée d'un point de vue scientifique, qui demande moins de capacité de calcul, et où c'est là où en fait on va apprendre au modèle concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'être un chatbot, de faire des Q&A, qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis génère uniquement du code, de générer uniquement du code et pas avoir de la prose. Comment est-ce que tu dois répondre si jamais je te demande de construire une bombe? Voilà comment en fait tu dois identifier que c'est une bombe qui est construite et qu'il faut pas répondre. Et donc en fait c'est dans cette phase qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction de la complexité du modèle,
concrètement, on apprend au modèle la bonne manière de se comporter et la bonne manière de suivre les instructions. Euh, et concrètement, cette phase de fine-tuning, de post-training, il y a plusieurs techniques pour le faire. La technique principale que OpenAI a lancée il y a quelques années, c'est le RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc concrètement, c'est tu aides le modèle en fait à avoir des valeurs qui sont alignées avec les valeurs des êtres humains. Concrètement, en montrant plusieurs réponses possibles, tu vois un être humain, l'être humain te dit ah bah c'est celle-là que je trouve mieux, tu vois. Et au fur et à mesure en fait, le modèle comprend en fait quelle est la préférence et qu'est-ce qui fait qu'il y a une préférence et est capable donc à la fin d'avoir des outputs qui sont beaucoup plus alignés avec en fait ce que les gens veulent du modèle. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait la secret sauce d'OpenAI dans tout ce processus? Est-ce que c'est la quantité de données initiales pour l'entraînement du modèle? Est-ce que c'est la capacité de calcul? Est-ce que c'est vos techniques pour le post-training? Est-ce que c'est un peu tout ça? Tu dirais quoi? C'est un peu tout ça honnêtement. C'est une énorme donnée de quantité de très haute qualité. C'est des techniques en termes d'architecture de modèle. Euh, c'est des capacités de calcul énormes pour être capable de faire des training runs sur des modèles de plus en plus grands en termes de nombre de paramètres. Euh, et enfin, c'est aussi ce dont on parle un peu moins, mais c'est un réseau d'experts à la fois en intérieur et en interne, qui, une fois que ce modèle est pré-trainé, est capable justement de faire du fine-tuning et d'aller très loin en termes de préférence, en termes de comportement du modèle aligné avec ce qu'on cherche. Donc, c'est honnêtement probablement l'un de mes takeaways principaux depuis que je suis OpenAI, c'est qu'il n'y a pas une secret sauce. C'est un processus compliqué qui demande pas mal d'expertise différentes et tu as besoin que toutes les étoiles soient alignées pour qu'à la fin avoir un modèle à la GPT-4, tu vois, qui est extrêmement performant. Ok, merci beaucoup. Euh, Revenons un petit peu à ton rôle et à tes projets. Du coup, ça fait quasiment un an que tu es là-bas. Quels ont été tes projets principaux et quels défis principaux est-ce que tu as dû relever à travers ces projets-là? Euh, j'ai eu trois défis principaux à relever depuis que je suis là. Le premier, c'est qu'on a lancé pas mal de nouveaux modèles à la frontière en termes de performance. Et donc, j'ai pas mal bossé sur ces modèles, sur comment s'assurer qu'ils sont bons, quels sont les use cases sur lesquels on veut vraiment investir versus les use cases sur lesquels on se permet de stagner un petit peu. Donc, concrètement, dans l'année qui est passée, on a release la plus grosse update de GPT-4, donc GPT-4 Turbo, qui est en novembre et qui est encore le LLM le plus puissant au monde. On a release Sora il y a quelques semaines, qui était sur lequel c'était super rigolo de travailler, et on a release également Dolly 3, donc le modèle de génération d'images que les gens aiment beaucoup. Donc il y a eu un gros sujet, donc entraîner, évaluer, lancer ces nouveaux modèles et s'assurer qu'ils vont être super utiles concrètement, tu vois, pour tous les développeurs, tous les business dans le monde. Euh, le deuxième gros challenge que j'ai eu, c'est un challenge plus produit au sens software plus classique. C'est en gros ce que je vois constamment, c'est que c'est une technologie magique, l'LLM. C'est assez facile de faire une démo qui te décroche la mâchoire. T'es waouh, tu vois, genre c'est incroyable ce qui est possible. C'est beaucoup plus compliqué ensuite d'avoir une application en production qui marche bien sur des grosses échelles, qui gère tous les exceptions, tous les cas un peu exceptionnels. Um, et donc je travaille de plus en plus en fait à développer des outils chez OpenAI qui permettent en fait une sorte de plateforme, une toolkit intégrée qui te permet en plus des modèles d'avoir des outils pour ensuite aller développer une app, un produit qui marche bien. Et donc pour donner un exemple, le produit sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est qu'on a lancé notre premier outil, notre première API pour construire des agents AI, qui s'appelle l'API Assistance, qui concrètement te permet de faire pas mal de choses qui sont indispensables de faire bien pour construire un assistant, un agent. Donc typiquement gérer le contexte du modèle sur des longues conversations, capacité à
à invoquer des outils différents, des API différentes par l'agent, capacité à extraire du knowledge de tes bases de données propriétaires. Typiquement, tu fais un bot qui fait du customer support, il doit être capable de connaître par cœur ton produit, le manuel, etc. Et donc, comment tu extrais tout ça? Donc, concrètement, d'avoir des outils qui sont un peu préconstruits dans ça, euh, au-dessus du modèle, pour permettre en fait aux développeurs, aux business qui développent ce genre de produit, d'avoir une super expérience produit. Donc, le deuxième challenge, il était plus voilà, toute la toolkit, la chaîne d'outils qui est donc au-dessus du modèle. Euh, et le troisième challenge, il est plus humain, c'est scaler une org, scaler une équipe. C'est je, je pense que c'est encore vrai que OpenAI il y a le luxe et le challenge d'être le produit consumer et le produit B2B qui ont grossi le plus rapidement de l'histoire. Et donc, comme tu peux t'imaginer, bah, ça met beaucoup de pression sur les gens pour exécuter, pour être sûr que tout marche bien, qu'il n'y ait pas d'incident. Et donc, comment est-ce que tu arrives à recruter les bonnes personnes au fur et à mesure et suffisamment rapidement pour arriver à être à la hauteur de ce challenge. Donc, c'est un défi constant, mais aussi super rigolo. Ouais, j'imagine que vous n'êtes pas trop ennuyé. Si tu fais le point, là, depuis ton arrivée, t'avais toutes ces expectations et aussi des intuitions, hein, forcément, vu que tu jouais déjà pas mal avec les LLM le soir et le week-end. Qu'est-ce qui a été le plus contre-intuitif, en fait, dans cette expérience depuis un an? Tu vois, quels sont un peu les principaux apprentissages que tu retires de cette première année chez OpenAI à travailler au cœur du réacteur? Je pense il y a deux apprentissages assez profonds, deux insights profonds que j'ai. Le premier, c'est je l'avais entendu avant de rejoindre, mais ça a mis quelques mois à vraiment cliquer. C'est à quel point les modèles sont bons en termes de raisonnement. C'est-à-dire, généralement, quand tu mets pour la première fois devant quelqu'un de ChatGPT, n'importe quel modèle, le premier réflexe, et je pense que c'est un réflexe qui est beaucoup influencé par la place que Google a eue dans notre enfance, adolescence, dans mon professionnel, c'est de faire du search, c'est de faire du Q&A, c'est de faire juste euh, quelle est la taille et le poids de Barack Obama. Tu vois, c'est vraiment de retrieve de l'information et le modèle marche plutôt bien pour ça. Mais honnêtement, c'est pas c'est pour moi pas l'aspect magique principal. Euh, L'aspect magique pour moi, c'est vraiment le raisonnement. C'est concrètement, tu mets au modèle un problème vraiment compliqué avec beaucoup de données et tu lui dis raisonne étape par étape. Comment est-ce que tu le ferais? C'est de voir le modèle, être capable, tu vois, de distiller l'information, comprendre les points importants, te dire ok, bah il y a trois choses qu'il faut que je fasse, je les fais à la suite, euh, et d'avoir des réponses qui parfois, souvent sont correctes et parfois elles sont même correctes au-delà de ce qu'un être humain pourrait faire. Euh, Là, je parlais avec un centre de recherche médicale là il y a quelques jours euh, qui me disait que sur certaines, euh, on a énormément de données sur les pathologies médicales par âge, tu vois, de la population, qui commencent à utiliser les LLM et qu'en fait ils commencent à trouver des corrélations que personne n'avait jamais vues. Euh, Parce que LLM ont cette capacité d'ingérer, de digérer de l'information phénoménale et de raisonner dessus de manière ultra rapide. Donc le premier point, c'est à quel point je pense le breakthrough principal pour l'humanité des LLM, ça va être des breakthroughs en termes de raisonnement. Le deuxième point, c'est la vitesse astronomique à laquelle les changements se produisent. L'analogie que j'aime bien donner, c'est je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on est encore au stade MS-DOS des LLM. MS-DOS, c'était l'OS de Microsoft il y a, je sais pas combien de temps, 30 ans, 40 ans. Concrètement, l'écran noir avec du vert où tu tapais sur le command line tes commandes. Mais qui a commencé, en fait, ce qui a permis à beaucoup de gens, tu vois, de commencer à se familiariser avec ça. Et donc, MS-DOS, c'était geeky, c'était juste du texte, mais il y avait déjà des gens qui se rendaient compte que ce truc était puissant et que ça calculait vite et que probablement c'était pas la fin des ordinateurs. Et je pense que les LLM, aujourd'hui, c'est un peu la même chose, où c'est geeky, il y a des erreurs, il y a des bugs, il y a encore un peu d'hallucination, c'est un peu trop cher par rapport à ce que ça devrait être pour les applications, mais il y a déjà beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se faire. Et je pense que la différence principale entre MS-DOS, on va dire les ordinateurs personnels et les LLM,
c'est que les ordinateurs personnels, on a mis quoi, 30, 40 ans à aller de MS-DOS à l'iPhone, donc vraiment avoir un ordinateur dans la poche de chaque personne sur Terre. Les LLM, mon pari, c'est que ça va prendre probablement 10 fois moins de temps, 3 à 4 ans. C'est euh, c'est que la vitesse à laquelle la technologie évolue. Euh, Chaque année, je pense que si tu regardes en arrière à la même date ce qu'on était capable de faire, ça te paraît genre risible, presque enfantin quoi. Ça te paraît des jouets quoi. Euh, et donc aujourd'hui, c'est rigolo. Parfois, on rouvre l'un des LLM qui a commencé vraiment à montrer des capacités de raisonnement assez phénoménales et de manipulation du texte. C'était un LLM d'OpenAI de la catégorie GPT-3 qui s'appelait DaVinci, et donc qui était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, DaVinci 3. Et c'est dingue quoi. Ce qui à l'époque paraissait déjà groundbreaking, tu regardes maintenant un GPT-4, il y a aucun use case où en fait tu as utilisé GPT-3, tu vois. Et donc je pense que ouais, la rapidité du changement rend encore plus important de mettre ces technologies dans les mains de tout le monde, de s'assurer que c'est safe, de prendre en compte les feedbacks de toute la communauté sur les préférences en termes de comportement et de valeur du modèle, parce que ça va arriver très vite. C'est quoi l'équivalent iPhone du coup de la Gen AI? L'équivalent iPhone de la GenAI, je pense qu'il n'existe pas encore. C'est un débat. Moi, mon pari, c'est concrètement d'avoir un agent, un assistant AI dans la poche de tout le monde. C'est que n'importe quelle personne a concrètement son chief of staff, son directeur de cabinet personnel, qui te connaît par cœur, qui connaît tes préférences, ce sur quoi tu bosses, ton calendrier, et à qui que tu peux staffer, et que tu peux dire, écoute, je vais faire un podcast avec Adrien, j'aimerais réfléchir à 3, 4 sujets, est-ce que tu peux donner quelques idées et me dire un peu quels sont les sujets qui ont été abordés en podcast d'Adrien? Et en 1 minute, l'agent, en gros, te return tout, te le dit, tu peux utiliser en audio, tu peux utiliser par écrit. C'est un gain en termes de productivité et de connaissances qui je pense, est exceptionnel. Ça va changer pas mal de choses. Ça m'amène à une autre question pour les entrepreneurs ou ceux qui sont en train de réfléchir à lancer un projet avec la Gen AI. C'est quoi ton conseil du coup toi qui fournis des API à des millions de personnes qui du coup implémentent cette technologie-là dans leurs produits? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut créer un produit avec la Gen AI aujourd'hui? Euh, le conseil principal que je donne aux entrepreneurs, c'est lié au constat que la rapidité du changement, la rapidité de l'innovation est considérable. Et c'est concrètement, si vous voyez, si tu vois des limitations aujourd'hui du modèle, où tu sens que c'est des petites limitations, tu peux de manière assez raisonnable estimer que dans 6, 12 mois, elles sont plus là. Tu vois. Et, euh, et c'est honnêtement étonnant parce que ça demande d'avoir un mindset complètement différent par rapport à la technologie, par rapport à ce qui existait avant. Parce qu'avant, les innovations précédentes, les réinnovations étaient quand même plus lentes, plus longues. Et donc, si tu voulais montrer une startup et que tu vois, tu veux monter du product market fit dans les 6 prochains mois, bah, en fait, tu dois considérer un peu l'état de la technologie à un instant T et c'est compliqué, tu vois, de se projeter beaucoup plus, quoi. Euh, les LLM, je pourrais te donner quelques exemples de choses qu'on pensait honnêtement juste être complètement des deal breakers pour les LLM et qui en fait sautent tous les mois. Et donc, je pense que quand tu es entrepreneur et que donc tu fais un pari sur l'avenir, un pari que les grosses boîtes pourraient pas faire, c'est probablement pour moi l'un des paris les plus safe et les plus ambitieux aussi que tu puisses faire. Je vais te donner un exemple. Euh, quand ChatGPT et GPT-3 sont sortis, l'une des running jokes, mais qui était vraie, c'était que les modèles étaient excessivement mauvais en maths. Mais un enfant de sixième, concrètement, était meilleur que le modèle à l'époque en 2022. Donc tu lui disais, OK, 8 fois 18, il te racontait n'importe quoi, tu vois. On n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais en fait, on a shippé pas mal de releases. Aujourd'hui, le modèle est honnêtement commencé à être assez bon en maths. Il n'est pas bulletproof, il est moins bon qu'un ordinateur déterministique, tu vois. Mais si tu lui donnes une opération complexe, généralement, il te donne la bonne réponse, tu vois. Euh, et donc, tu vois, ce genre d'intuition où tu te dis, mais cette technologie, elle va pas rester nulle en maths toute sa vie, tu vois. Il y a un truc, enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Pareil pour les affinations, ou quand tu me modèles, quels sont les bouquins qu'Olivier Godement a écrit sur le jazz? Je m'y connais pas avec le jazz. A écrit sur le jazz. Il y a 2 ans, le modèle te racontait n'importe quoi, genre l'histoire du jazz en français, etc. Aujourd'hui, ça arrive quasiment plus jamais, tu vois. Et donc si entrepreneur, que tu vois ça, que tu vois une opportunité, en gros, c'est te projeter un petit peu plus en avant
et faire un pari sur la technologie parce que ça change très très vite. Là, la mode en ce moment, c'est beaucoup les agents. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est qu'un agent AI, notamment ceux qui découvrent cette idée? Et c'est quoi ton point de vue sur cette technologie-là? On a aussi pas mal parlé ces dernières semaines sur Twitter de la première boîte qui vaudrait 1 milliard avec une seule personne à l'intérieur. Ouais. Si tout le monde a un assistant, un chief of staff dans la poche, capable de tout faire à notre place, ouais, comment est-ce que toi tu projettes un peu ces usages-là et comment tu analyses ces tendances actuelles? Alors, agent, c'est un terme qui est très galvaudé dans le milieu, enfin, qui est utilisé pour plein de réalités différentes. Moi, ma définition un peu essentielle d'un agent, c'est un programme qui utilise un modèle et qui est capable de manière autonome de faire des actions pour ton compte, pour le compte de son propriétaire. Donc, je te donne un exemple. Imagine, j'ai mon agent personnel, qui est l'équivalent de mon directeur de cabinet, mon chief of staff, tu vois, qui organise un peu ma vie perso, mon calendrier. Concrètement, cet agent, donc ce programme, ce modèle, il est capable, sur la base d'input, tiens, quelqu'un demande à Olivier, est-ce qu'on peut se rencontrer demain pour un café à 10 heures, de dire, OK, est-ce que je vais accepter ce café ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une confirmation d'Olivier? Et si c'est fait, en fait, je vais répondre à la personne directement dans ta boîte Gmail. Et je vais aussi mettre à jour le calendrier Google Calendar, quoi. Et donc, concrètement, ce que tu vois, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se passent. C'est tu as une capacité de raisonnement, de planning. Concrètement, c'est à partir du moment où je reçois une demande, un input, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, c'est en plusieurs étapes. Il faut d'abord que, est-ce que c'est une bonne idée? Deux, est-ce que je demande la confirmation à Olivier? Et trois, est-ce que je crée un event dans le calendrier? Donc, le point, l'aspect technique important ici, donc c'est une capacité de planning un peu complexe. Et la deuxième capacité technique, c'est la capacité à se connecter à des tools, à des API, pour faire des actions à ta place, tu vois. Au lieu d'avoir un truc un peu à la ChatGPT où en gros, concrètement, tu vois, tu lui donnes une question et ensuite c'est à toi de faire le travail. Là, en fait, on peut aller one step plus loin. C'est est-ce que l'agent peut faire des choses pour toi. Euh, Premier solo founder à $1 billion. Pour moi, c'est sûr. La question, c'est plus quand. c'est c'est quand tu vois. Je vais donner un exemple. L'une des ressources les plus clés, les plus rares quand tu montes une boîte, c'est du software engineering. C'est concrètement, il faut construire un produit. Euh, je pense que depuis Copilot et aussi GitHub Copilot, qui était donc de l'autocomplete de ton code, maintenant avec des produits comme Cursor, qui est un éditeur de texte de code complètement turbo boosté par l'AI, on est en train de voir une augmentation de la productivité des ingénieurs qui a eu peu d'équivalent dans le passé. Euh, et je pense que là, à un moment, l'une des aboutissements, c'est quand tu fais un produit qui est assez simple d'un point de vue technique. Imagine, tu fais une web app, une marketplace, tu vois, quelque chose où tu n'as pas besoin d'innovation technologique particulièrement forte. Je pense que dans assez peu de temps, en fait, on sera capable d'avoir des agents qui sont capables, en fait, de coder eux-mêmes, en fait, tu vois, cette app. Euh, et donc, l'idée, c'est, si tu fais ça pour de la technique, pour du customer support, pour du marketing, en fait, un founder pourrait être capable, en fait, d'orchestrer ces plusieurs agents et d'avoir son staff concrètement de copilots et de créer cette boîte. Donc, je pense que c'est typiquement aujourd'hui la technologie est pas tout à fait suffisamment mature, surtout sur les questions de planning complexe où parfois les LM font des erreurs que des êtres humains feront pas. Mais j'ai bon espoir que c'est ce genre de breakthrough technologiques qui vont arriver dans assez peu de temps et qui donc rendront viable du jour au lendemain ce type de modèle. Tu as réfléchi, toi, si tu quittais OpenAI aujourd'hui, quelle boîte, quel type de produit tu lancerais? Ouais, alors j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, donc j'avoue, j'ai assez peu de temps pour réfléchir à d'autres sujets. Mais oui, quand t'es chez OpenAI, quand t'es dans l'AI, mais en général, tous les jours, tu te rends compte le nombre d'inefficacités et le nombre de sous-utilisation de l'intelligence humaine que tu vois autour de toi, quoi. Pour moi, c'est plutôt ça, quoi. Je pense que les développeurs et les providers de LLM comme OpenAI, Anthropic, Google
sont ultra bien positionnés d'un point de vue technologique, c'est ultra intéressant sur la science. Mais quand tu as un cerveau un peu d'entrepreneur de product, à partir du moment où tu comprends qu'en fait, bientôt tu auras des machines qui sont capables de raisonner et de procéder de l'information à des années-lumière si un être humain pourrait être fait, et quand tu vois à quel point l'économie de la connaissance est ultra importante pour notre PIB, pour notre production, tu commences à avoir des opportunités absolument partout, tu vois. Donc, je sais pas, l'un des trucs en ce moment qui m'intéresse le plus, c'est ces sujets de médecine. C'est quand tu réfléchis un peu de manière, quand tu zoom out en gros, un médecin, qu'est-ce que c'est? Un médecin, c'est quelqu'un qui met des années à construire en fait son logiciel interne pour faire du diagnostic de maladie sur la base de centaines, milliers de critères, se dire ah bah tiens cette personne elle a tel âge, elle a tel profil psychosocial, elle a eu tel antécédent familiaux, j'ai déjà vu ça une fois quelque part, je pense que c'est cette maladie, tu vois. Euh, donc c'est ultra dur pour un être humain, ça demande des années d'entraînement et ça a un impact considérable sur la vie du patient quoi. Euh, je pense qu'il y a des opportunités assez considérables pour utiliser des modèles pour assister concrètement les médecins. Euh, Évidemment, il faudra que plein de choses se passent. Il faudra qu'on s'assure que c'est un niveau de sécurité à 100% concrètement, parce qu'on parle de la santé des gens. Mais j'ai bon espoir que qu'on pourrait fondamentalement augmenter la productivité des médecins et donc la santé des gens, de la population de manière générale. C'est le modèle. Donc voilà, c'est un exemple, mais honnêtement, je pourrais t'en donner 10 d'exemples où je pense que on va, toi et moi, on va fondamentalement avoir une meilleure vie dans les décennies à venir grâce à ces modèles. D'ailleurs, dans la médecine, on a un champion français, un Nabla, Ouais, qui déjà aujourd'hui fait gagner des heures et des heures tous les jours à des médecins partout dans le monde, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce podcast en tant que premier invité, Alexandre Lebrun, le CEO. Et ouais, potentiellement, effectivement, se positionner plus tard sur les diagnostics, etc. C'est complètement. probablement Nabla, quelque c'est part l'exemple dans la roadmap. parfait. C'est l'exemple parfait, Nabla. Ils utilisent GPT-4 pour aider le médecin à gagner du temps, à avoir des notes, de la transcription de notes, du résumé de notes, de l'extraction du dossier du patient. C'est exactement ce genre d'application où je pense le jour où tu as ce produit devant toi en tant que médecin, tu dis mais comment est-ce qu'on faisait avant? Pourquoi est-ce qu'on acceptait en fait avant, tu vois, de faire autant de boulot manuel? C'est un bon exemple. Bon, du coup, quel conseil tu as pour les product managers qui se disent mon job va se faire automatiser dans les prochaines années par des agents. Je serais curieux d'avoir ton regard, toi qui fais du produit depuis une dizaine d'années. Comment est-ce que tu utilises la Gen AI dans ton quotidien de product manager? Et même comment est-ce que tu vois ce rôle de product manager évoluer dans les années à venir avec ces innovations, ces changements? Je pense que le boulot de product manager va rester, mais va se concentrer sur la valeur ajoutée la plus forte du product manager, qui est pour moi de définir une direction produit très claire dans laquelle tu veux que tout le monde avance euh, et être capable de faire des trade-offs. C'est quand tu as des décisions difficiles, de juger le pour et le contre, de dire, OK, bah, on va prendre l'option A plutôt que l'option B. Euh, je pense que ça va faire gagner énormément de temps sur tout ce qui est recherche client, recherche de marché, écrire des specs, tu vois, ça c'est évident. Mais je pense que les aspects de ton boulot en tant que product, en tant que tech leader, enfin, franchement, de manière générale, qui sont d'agréger beaucoup d'informations complexes, des considérations humaines, et de dire, OK, c'est telle décision qu'on va prendre, et je prends un risque, mais je pense que, tu vois, c'est ça la bonne direction. Ça, je pense qu'on va pas, on va jamais remplacer l'être humain. Tu vois, c'est une décision fondamentalement humaine qui demande de prendre en compte des aspects humains, qui demande la créativité, qui demande parfois même un peu de goût, tu vois. Enfin, c'est donc ça, je vois pas les copilotes, les agents évoluer ça. Comment j'utilise la Gen AI dans mon boulot au quotidien? euh, Au-delà des aspects assez évidents, t'aider à écrire des specs, des emails, etc., agréger de l'information quand tu as 40 pages de transcript de call, tu vois, et extraire les trucs, ça c'est évident. Le truc, la chose qui est peut-être plus contre-intuitive, euh, c'est à quel point ChatGPT et GPT-4 sont des excellents sparring partners pour réfléchir. Euh, Imagine, je vais réfléchir à ma stratégie produit sur la génération d'images. Euh,
je peux donner du contexte à GPT-4, lui dire ce que j'ai besoin là, c'est d'un sparring partner. Je suis pas besoin de quelqu'un qui m'apporte des réponses, j'ai besoin de quelqu'un qui me pose des questions. Et tu serais surpris au fur et à mesure des échanges à quel point ça commence à devenir assez pertinent. Euh, et ce qui est génial, c'est à la fois, donc c'est un modèle qui connaît beaucoup de choses et donc tu vois, il donne beaucoup d'éclairage. Genre, ah bah tiens, telle boîte aussi fait ça, Dropbox a fait ça, Google a fait ça, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, un aspect aussi humain, c'est que c'est un modèle qui te juge pas. Donc tu vois, si toi en fait, t'as des questions assez naïves au départ et juste tu vois, genre, tu veux pas une relation, une des questions un peu bizarres avec quelqu'un, bah, tu vois, tu peux poser n'importe quelle question à ChatGPT, quoi. Et donc, je l'utilise pas mal en tant que sparring partner sur des décisions difficiles. Et j'ai quelques décisions en tête sur lesquelles je suis assez convaincu que j'ai fait une meilleure décision grâce à ce processus de brainstorming avec le modèle. Excellent. Excellent, effectivement, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent comme ça. T'as d'autres conseils sur l'usage de ChatGPT? D'autres conseils. Les deux conseils tactiques, il y a deux features qu'il faut absolument utiliser, que la plupart des gens que je vois autour de moi l'utilisent pas et honnêtement perdent, enfin, ça en fait un produit qui est nettement inférieur. Le premier, c'est ce qu'ils appellent les instructions personnalisées, custom instructions. C'est en fait, tu donnes personnalité à ton modèle. Tu lui dis, je suis Olivier, je bosse chez OpenAI, j'aime quand tu me réponds de manière extrêmement succincte et factuelle. Je veux pas que tu t'excuses, je veux que tu répondes en bullet point. Et ensuite, en fait, le modèle utilise donc ces instructions dans toutes ces conversations. Et donc, en fait, c'est ce qui permet de personnaliser, d'avoir en fait quelque chose qui vraiment est ce que toi t'aimes, quoi. Et honnêtement, maintenant, c'est au point où moi, j'aime pas en fait retourner sur le compte ChatGPT d'amis, de ma femme, etc. Parce qu'en fait, c'est plus ma personnalité, tu vois. Donc, ça a absolument été ça. Euh, et le deuxième truc qui marche très bien, c'est les GPTs. C'est les mini-agents personnalisés que tu peux créer en deux, trois clics, à qui tu donnes accès à une base de données. Donc moi, typiquement, je leur donne accès à, je sais pas, tous les documents, tous les PRD que j'ai écrits pendant les 10 dernières années. Et je lui dis, par exemple, bah, aide-moi à écrire un PRD dans mon style. Et en fait, il est capable, en fait, tu vois, d'extraire des centaines de pages. Et encore une fois, d'avoir une réponse qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus pertinente que ce que le produit, que ce que le modèle de base aurait sinon. Excellent. Comment tu vois le métier de création de produits évoluer dans le temps? Quand je dis le métier de créateur de produits, je parle de voilà, aujourd'hui on a cet assemblage des développeurs, des designers, des product managers. Là, on commence à avoir des démos où en fait en un prompt, boum, il y a une app qui est prête à être shippée sur le store où le code, la UI est nickel. C'est quoi ton intuition par rapport à ça? Et même, j'ai envie de te demander, tu vois, le futur des interfaces. Dans quelle mesure est-ce que les interfaces vont encore exister telles qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura des interfaces auto-générées on the fly en fonction des besoins? Ouais, je serais assez preneur de ta vision là-dessus. Ouais, complètement. Sur la première question, le futur de la conception de produits, du travail de concepteur de produits, je pense que la tendance générale depuis plusieurs dizaines d'années, c'est en gros, c'est que l'industrie tech construit au fur et à mesure des abstractions de plus en plus high level qui permettent aux gens de se concentrer vraiment sur l'expérience finale plutôt que les aspects techniques. Je te donne un exemple. Quand tu écoutes les interviews de Marc Andreessen ou Paul Graham sur les boîtes qu'ils créaient dans les années 90, ils étaient obligés d'avoir des personnes qui comprenaient comment marcher à un niveau vraiment très bas les serveurs, les protocoles Internet, le code d'assemblage, enfin, ça demandait une capacité technique sur des choses de très bas niveau qui en fait n'ont pas grand-chose à voir en fait tu vois à l'expérience finale, mais ce qui était nécessaire pour que le produit marche bien. Et en fait, ce qu'au fur et à mesure l'industrie a fait, c'est bah maintenant t'as AWS où en gros t'as plus à savoir comment marche un serveur, tu vois, t'as juste besoin d'envoyer des requêtes et tu vois t'as des requêtes en retour. T'as des frameworks qui te permettent de générer des apps à la React où concrètement t'as pas à savoir comment ce qui se passe derrière, juste ça marche. Et donc je pense que concrètement les LLM, la Gen AI, c'est la continuation de cette tendance, mais sur tous les aspects de raisonnement, de code, de génération de contenu. Euh, et donc moi, ma vision, c'est qu'à moyen terme, ça va de nouveau en fait pousser les designers, les product people, les ingénieurs à se concentrer vraiment sur le produit final et à pas avoir à geeker pendant des heures, tu vois, sur le how, tu vois. Donc donc ça, je pense que c'est une bonne évolution. C'est aussi difficile parce que c'est la question probablement la plus difficile, le what. Et donc ça, je pense que c'est un peu la tendance générale.
La deuxième en général, c'est que je pense que ça sera le boulot de tout le monde de savoir utiliser bien les modèles de GenAI. Aujourd'hui, tu as une fonction très spécifique avec des techniques, une expertise spécifique, les machine learning engineers, qui je pense va encore exister, mais je pense que l'essentiel des entrepreneurs, des founders, auront pas à comprendre comment marche un modèle, tu vois, auront pas à comprendre comment marche le fine-tuning de manière spécifique. Il y aura des abstractions qui permettront en fait de rapidement faire ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est sur la partie conception de produit. Sur la partie des UI, c'est ultra intéressant. En gros, le truc, les modèles sont probabilistiques. La technologie était déterministique qu'il y a aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour ajouter de la probabilité, on va dire, dans les interfaces utilisateurs. Je pense que ça va venir en 2 ou 3 étapes. Aujourd'hui, les produits que je vois qui me semblent avoir la bonne intuition, c'est les produits qui combinent très bien, en fait, un agent, un copilot AI avec une interface classique. Je te donne un exemple. Shopify, la plateforme qui permet de construire super facilement des sites e-commerce. Ils ont un agent excellent qui s'appelle Copilot, qui permet de gérer ton compte Shopify. Tu vois, t'as plein de trucs à gérer. Imagine, je veux créer un discount pour les 20 meilleurs clients en Espagne. Tu vois, tu dis ça à ton Copilot et c'est lui, en fait, qui va faire ton truc. Et je trouve qu'ils ont une intuition produit excellente où, en fait, le Copilot, il est sur la droite de ton écran. Et sur la gauche de ton écran, tu as ton dashboard classique Shopify, dense, avec plein de boutons, plein de fils, etc. Et en fait, tu vois en live ce que le Copilot fait, tu vois, sur ton écran. Et donc, ça te permet de te sentir encore en contrôle et en fait, de pas avoir le sentiment de black box, de se dire, ah bah oui, je vois très bien ce qu'il fait, c'est des actions que j'aurais pu faire et ça a du sens, tu vois. Donc ça, je pense que c'est une excellente approche de transition, tu vois, pour en gros aider les gens à mettre le pied dans l'étrier sans trop les perdre. Je pense qu'à un peu plus long terme, des approches génératives, très probablement. Je pense que toi et moi, tout comme tout le monde, on n'a pas les mêmes préférences en termes de densité d'information, de quelle information est plus relevante ou pas, et plus appropriée ou pas. Et donc je pense qu'il y a une opportunité assez énorme en effet pour que chaque personne ait en gros le web le plus personnalisé. C'est super intéressant quand tu réfléchis, genre, je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a 10 ans, un truc comme ça. Le web 2.0. En gros, le web devient plus dynamique, plus personnalisé, t'as ton contenu, ton newsfeed, toi et moi on n'a pas de newsfeed. Ça aussi, c'est une tendance vachement longue où en fait on est passé de sites statiques HTML où 7 milliards de personnes sur Terre voient l'information. Web 2.0, t'as ton propre newsfeed. Et je pense que la prochaine grosse étape, c'est concrètement t'as ta propre UI, quoi, t'as ton propre produit, tu vois. Donc ça va prendre du temps parce que sur le coup, ça demande un énorme changement des comportements, des habitudes des consommateurs. Et ça, on a bien vu avec le web, avec le téléphone, c'est que ça prend pas mal d'années. Mais je pense que, si je devais parier, je pense que c'est la direction. Incroyable. Ça va être fascinant. On arrive à la fin de cette interview, Olivier. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à partager aux Français qui nous écoutent majoritairement, tu vois, qui sont sur cette scène GenAI française qui, mine de rien, est hyper dynamique, comme tu dois le suivre? Ouais, je suis ultra impressionné par l'énergie et la qualité du talent en France. Ce que Mistral et d'autres boîtes ont fait, c'est juste phénoménal. Donc clairement, le talent pur est là. Je pense que pour le moment, j'ai pas trop de leçons à donner, mais continuer à faire ce que la France fait, honnêtement. C'est genre à essayer des choses, à prendre des risques, tu vois, à pas juste copier ce qui a été fait aux États-Unis, mais honnêtement, c'est ce qui se passe déjà. Donc, je pense continuer ça, c'est honnêtement génial en tant que Français à voir. Moi, je serai de passage à Paris, pour rencontrer des gens. Donc, je suis ultra intéressé par toutes les équipes AI françaises, parisiennes. Ouais, j'adore en savoir plus sur ce qui est construit et voir comment est-ce qu'OpenAI peut aider le plus possible à accélérer ses produits. Trop bien. Let's go, franchise. Merci Ouais. beaucoup, Olivier, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit, ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!